Salut à tous et bienvenue dans Hyperlink numéro 33. Dites 33. 33, oh là là. J'ai pas compris cette blague, mais. C'est chez le médecin, tu dis 33, non? Mon médecin m'a jamais dit de dire 33, jamais. C'est ça le Vous problème. n'avez jamais lu de BD franco-belge de votre vie donc. Voilà, Hyperlink, de retour, votre cocktail de bulles et de pixels. On parle jeux vidéo, manga, comics, BD, cinéma et séries de genre. Vous l'avez entendu, le plateau est bien rempli aujourd'hui avec des nouvelles voix, n'est-ce pas? Bonjour Charlotte. Bonjour Comment tout le monde. Comment tu vas? Ça va super et toi? Présente-toi un petit peu à nos auditeurs. Et concentre-toi sur ton micro aussi. Ah oui. De suite, ok. Bien dans l'axe. Comme faisait Satoru Iwata, tu vois, directly dans le micro. Je suis un master de recherche en cinéma audiovisuel où je travaille sur les jeux d'aventure des années 90. Et voilà, je fais de la théorie d'esthétique là-dessus. Et c'est très très cool, même si c'est des jeux dont plus grand monde ne joue aujourd'hui. Ça fait quand même bien plaisir. Des jeux d'aventure, Ouais. essentiellement, textuels. Et Aurélie, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien. Bien dans le micro. Présente-toi aussi, du coup. Alors donc moi je suis en cours aussi en master de recherche avec Charlotte, mais moi je travaille sur la réception de l'animation japonaise en France. D'accord, donc tu es plutôt effectivement sur le plan de la sociologie et Exactement. Japanie, mais tu nous feras suivre toute cette actualité et on en est ravis. Et bien sûr, deux têtes connues, Hilde Brando. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, j'ai beaucoup d'emmerdes pour arriver ici. Je m'étais fait beau pour une fois, tailler la barbe, couper les cheveux, tout ça. Et puis je me suis pris la flotte en courant, donc voilà. Coucou. Tu te recoifferas pendant la pause musicale. Bien sûr, tout à fait. Et Titouan, comment vas-tu? Moi ça va très bien. J'ai pris la pluie aussi, mais ça, je suis pas trop décoiffé et puis je suis pas taillé, donc comme ça, ça va. Nickel. Bon, j'imagine qu'on est à peu près tous au complet. Sauf un, Pacify, qui est retenu dans son Blablacar parce que son conducteur a fait un excès de vitesse. Donc on l'embrasse très fort. Merci Blablacar. Merci. On remercie tous les GoFast de France et de Navarre, évidemment. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hyperlink_RVL sur Twitter et sur Twitch. Vous pouvez également réagir en direct dans la chatbox. On n'hésitera pas à vous lire. Mais pour l'heure, c'est la newsbox. Et on commence avec une nouvelle trilogie Star Wars. Oui, une nouvelle trilogie, puisque plus d'un mois avant la sortie de Star Wars 8, un gros coup de com' de la part de Disney qui a annoncé pour relancer la hype que le réalisateur Rian Johnson va réaliser une nouvelle trilogie Star Wars. Alors selon StarWars.com, vraiment officiellement, c'est le résultat d'une très bonne entente entre le réalisateur et le producteur Ram Borgman, avec un grand plaisir de travailler ensemble, après avoir passé un super tournage, vraiment des notions belles qui font chaud au cœur. On rappelle qu'avec cette nouvelle trilogie, Rian Johnson aurait tourné autant de films Star Wars que George Lucas himself. Ouais. Trop cool, qui avait tourné le 4, le 1, 2 et 3. Et en seconde position, on aurait J.J. Abrams avec le 7 et le 9. Donc cette trilogie formerait l'exploration d'un coin inexploré du lore Star Wars. Et on se demande si Disney promouvrait ce film uniquement genre pour l'amour du cinéma et de l'art et de la collaboration entre un réalisateur et son producteur, qui serait une vision bien disneyienne de la création en elle-même. Mais bon, ce mode de communication bien anticipé rappelle juste la com classique autour des films de super-héros et tout ça pour chauffer la fanbase. Évidemment. Est-ce que la fanbase est chauffée autour de ce plateau? Mais ça sent le syndrome Marvel quand même, parce qu'on était bien avec un film par an, et puis là ça commence à faire plus. Donc, Oui, on va en avoir un par an. Non, ça va être plus. on l'avait Cette déjà trilogie-là déjà sera en marge calculé, hein. de la trilogie canonique Non. en fait. Donc on pourrait avoir 2 films Star Wars On par pourrait an. avoir 2 Génial. films. Je pense que ça va être ça le jeu Donc en ils vont fait. pas attendre que le 9 soit sorti pour lancer cette nouvelle trilogie. Bon, on va regarder, on regardera ça. On va enchaîner parce que là on part sur un mini débat. On enchaîne avec Kevin Spacey. On a failli disparaître de l'image et Kevin Spacey lui aussi dans le prochain film de Ridley Scott. Il a disparu Il a d'ailleurs, disparu. puisque je vais vous parler de l'éviction de Kevin Spacey du prochain film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde ou All the Money in the World en VO, qui doit sortir à la fin de l'année. En effet, c'est suite aux accusations de harcèlement sexuel par différents acteurs, il se fait remplacer par l'acteur Christopher Plummer, que vous avez pu voir dans La Mélodie du Bonheur, ou plus récemment dans Le Millennium de Fincher ou Beginners de Mac Mills, pour lequel il a entre autres eu l'Oscar du meilleur second rôle. Et on rappelle que Kevin Spacey s'est aussi fait écarter de House of Cards par Netflix. Et c'est important d'en parler car il s'agit d'une des réactions les plus majeures et catégoriques face aux accusations qui se multiplient à Hollywood ces temps-ci. C'est à la manière d'un ras-le-bol général et définitif envers l'impunité qui était réservée aux coupables d'agression, de viol et de harcèlement sexuel. Et c'est cette vague de mobilisation, elle a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, internationalement avec le hashtag MeToo et en France avec le hashtag Balance ton port. Et ce qui a permis aux victimes d'agression de se faire entendre et de récupérer la parole sur le sujet. C'est une liberté de discours qui ne sort pas de nulle part non plus, puisque c'est le fruit de travail d'années de militantisme de la part de militantes féministes
et d'action politique, entre autres, pour faire reconnaître et dénoncer les dynamiques d'oppression qui existent dans notre société. Et donc, c'est une prise de conscience de la part des non-concernés qui fait plaisir, et c'est une solidarité aussi qui est inédite. Et aussi, à titre informatif, j'ai lu que Gal Gadot, Wonder Woman, donc, refusait de signer pour le séquel, si Brett Ratner, l'un des coproducteurs, n'était pas retiré du projet, parce que lui aussi se fait accuser d'agression sexuelle. Aïe aïe aïe. Donc DC Cinematic Universe Voilà. risque de perdre encore un producteur. D'ailleurs, Justice League sort la semaine prochaine, je vous rappelle. On sera au rendez-vous. Dans 3 jours. Dans 3 jours, voilà. Voilà, si quelqu'un est au courant. On devrait avoir de ces nouvelles. Hildebrando, tu vas garder la parole parce qu'il paraît que Guillemot nous donne des nouvelles de la PS5. Oui, alors indirectement, c'est-à-dire qu'en marge de sa présentation de résultats trimestriels d'Ubisoft, Yves Guillemot a exprimé donc, tout d'abord sa satisfaction des choix de Sony et Microsoft de rajouter de la puissance dans les consoles de salon plutôt que de se disperser sur des projets tels des accessoires ou autres. Et d'ailleurs, s'appuyant sur les récentes versions 2.0 des Xbox One et PS4, il s'est également montré sceptique donc, concernant la mise sur le marché d'une nouvelle génération avant 2019. Ce sur quoi il s'est empressé de rajouter que ce n'était que son avis, qu'il n'avait pas d'informations confidentielles, un peu comme si on lui avait dit de pas le dire. Très bien. Bon bah, on voit quand même que l'avenir commence déjà à se dessiner. À peine Xbox One X sort, que la relève est déjà teasée un peu. Non, parce que de toute façon, on sait qu'un studio majeur comme Ubisoft saurait au moins 2 ans à l'avance la sortie de la prochaine génération, puisqu'il faudrait qu'ils développent des jeux de sortie. Bah, ils sont toujours au lancement de chaque console. Hein, donc voilà, donc forcément, il sera au courant. Donc on suivra ça. Je pense qu'il s'est un peu fourvoyé. Autre news d'un grand du jeu vidéo, c'est EA qui rachète Respawn. Oui, donc il y a de ça 2 jours, Respawn Entertainment a annoncé qu'ils ont été rachetés par EA Games et du coup qui confirme aussi le développement de Titanfall 3 dans la foulée. Donc Respawn, déjà le studio avait une étroite collaboration avec EA, avec justement tous les Titanfall et ce genre de jeux. Et selon les propres mots de Vince Zampella, le directeur de Respawn, ce rachat a donc beaucoup de sens. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que plusieurs jeux sont en projet du coup suite à ce rachat. Donc Titanfall, ils veulent aussi sortir un nouveau jeu Star Wars. Donc ça c'est un peu la hype, ils sortent tous des nouveaux jeux Star Wars après s'être fait racheter. Et aussi une expérience de réalité virtuelle. Donc ils ont juste appelé ça comme ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Titanfall VR peut-être. Voilà, peut-être. Bah, ce serait bien. Hein, moi, Et donc pour rappel, Respawn en fait c'est un studio créé à partir des mecs de chez Infinity Wars, donc qui sont aussi les créateurs de Call of Duty. Et petit plus, il faut quand même rappeler que récemment EA Games a racheté Visceral Games, paix à leurs âmes, parce que à peine un mois après, donc c'était en octobre, ils ont mis la clé sous la porte. Et donc voilà, on espère que Respawn ne va pas avoir le même sort, quoi. Rejoindre ce cycle un petit peu vicieux des petits studios qui se font racheter par EA et puis rapidement des vis, quoi. Voilà. À suivre. Toi, Hildebrando, tu disais c'est le capitalisme, c'est normal. Et à aucun moment j'ai dit ça. Non, si tu veux parler de Star Wars, j'ai joué à Battlefront, mais m'attaque pas comme ça gratuitement. On parlait de Visceral Games il y a 2 semaines, t'étais assez remonté. Mais bon, je vais vous donner, à mon tour, des nouvelles d'un autre jeu. Cette fois-ci, on quitte Ubisoft pour parler de Nintendo, qui cette semaine a fait un petit direct consacré à Xenoblade Chronicles 2, qui, je le rappelle, n'était pas jouable à la Paris Games Week à moins d'un mois de sa sortie. T'étais pas content, hein? J'étais pas très content, non, parce que voilà, je commence un petit peu à m'inquiéter. J'aimerais bien avoir des nouvelles de ce jeu. Du coup, ils nous ont dit que on va commencer par les bonnes nouvelles. C'était bon, vous voulez une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'en ai 2. La bonne. Voilà. Alors, Shifumi, bonne. Charlotte, bonne nouvelle. Vas-y. Aurélie, mauvaise nouvelle. D'accord? Shifumi. Voilà. Bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, déçu à la c'est fin. que les voix japonaises seront disponibles dans une mise à jour Day One gratuite. Voilà, donc on pourra avoir le jeu en japonais. C'est très, ils font souvent ça hein, sur Fire Emblem, ils l'ont fait aussi sur Switch. Ça n'a pas d'intérêt vraiment. Bon, c'est cosmétique. C'est juste la VO, c'est super cool. C'est Karel est content, voilà. Non, mais c'est tout. Écoute, c'est toujours mieux que de devoir payer 20 € de plus pour avoir les musiques originales. Wink Wink Dragon Ball. Et pour le reste, donc Nintendo annonce quand même un Season Pass à 30 € qui ne sera pas inclus dans l'édition collector. Donc au programme, C'est pas les premiers. un lot d'objets de soutien dès le mois de décembre, donc des potions et de l'argent à mon avis. Des nouvelles quêtes annexes en janvier et un tout nouveau scénario pour l'automne 2018. Donc tout comme Zelda, dont on attend toujours des nouvelles d'ailleurs parce que le nouveau DLC doit sortir au mois de décembre. Ces contenus ne pourront pas être achetés séparément les uns des autres. Donc il faudra forcément prendre le Season Pass.
Pour rappel, Xenoblade Chronicles 2 est développé par Monolith Software et sortira le 1er décembre en exclusivité sur Switch. C'est tout pour le point news. Et là, nous sommes bien embêtés. Car Pacify, je l'ai dit au début de l'émission, est bloqué par son go-fast de Blablacar. Et du coup, il est en prison. Voilà, si vous avez un élément d'information là, dans la semaine qui vous a intéressé avant que je referme ce point news et qu'on passe à la première pause musicale de manière un peu prématurée. Peut-être quelque chose à dire. Il voulait parler de e-sport. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande finale de l'Ultime Décathlon. Donc le tournoi de speedrun organisé par Rilmiop, Cœur de Vandal, etc. Donc bien à retenir. Et dans 2 ou 3 semaines sera l'ultime finale, malheureusement le même jour qu'une émission spéciale ici sur la... Ah oui, oui, oula, Est-ce qu'on peut en parler ? Comme tu t'avances. Non, attends. Okay, bon, bah, on ménage nos effets. Il faudra en savoir plus. Mais Mais donc je propose qu'on enchaîne directement sur la première pause musicale. On va faire ça. Très bien. Bah on s'écoute tout de suite Basement Jaxx, Feelings Gone. Et ensuite on abordera les critiques de Sonic Forces et Wolfenstein 2 avec Titouan. A tout de suite. De retour sur le plateau d'Hyperlink pour passer à cette case critique. Cette semaine, nous avons 2 jeux dont nous allons parler. Deux. Et oui, deux. Parce qu'à l'origine, en fait, j'avais prévu de parler de Etrian Odyssey 5. Mais il y a une actualité. C'était bien, mais il y a une actualité encore très pressante qui s'est intercalée et c'est un petit peu moins bien. Donc, on va parler tout de suite de Sonic Forces et de Wolfenstein 2. Ce sera ma première critique de la saison. Je suis un petit peu. La pression, donc je propose qu'on commence avec le tout nouveau jingle, tout flambant neuf pour la case critique. Chrono Trigger. C'était obligé de mettre du Chrono Trigger. On en parlait tellement. Évidemment. Alors oui. Donc moi je vais parler en main de la licence par la Sonic Team après le naufrage de Sonic Boom, Sonic Forces. Tout à fait. Alors c'est effectivement reprise en main de la licence par la Sonic Team, donc après le naufrage de Sonic Boom et le succès surprise de Sonic Mania. Donc le jeu commence sur une note plutôt inattendue. Eggman a trouvé une nouvelle source d'énergie, le rubis fantôme, grâce auquel il a assemblé une équipe de super méchants, dont un nouvel acolyte du nom d'Infinite. Sonic se fait littéralement poutrer à la fin du premier niveau et kidnappé par Eggman qui prend alors le contrôle de la Terre. Et on va donc suivre le commandant Knuckles à la tête de la résistance pour reconquérir la planète. Ouais, vous sentez bien la tension au maximum. Et c'est là que 2 nouveaux personnages entrent en scène, à commencer par le joueur. Donc Sonic Forces permet en effet de créer son propre avatar. Donc pour le coup la palette est assez variée, le loup attire les anneaux à proximité, le hérisson a plus de temps pour les récupérer, et moi perso j'ai choisi l'oiseau parce que double saut, et voilà, je suis un petit peu un noob. Donc on peut choisir le sexe, la couleur des yeux, de la peau et de la fourrure, en l'occurrence du plumage. On peut l'équiper de vêtements qu'on récupère à la fin de chaque niveau, et on peut également l'équiper d'une arme, dont je vais vous détailler les pouvoirs un petit peu plus tard. L'autre personnage, c'est le Sonic classique. On l'avait déjà incarné dans les niveaux 2D de Sonic Generations, et sa présence ici justifiée par les failles dimensionnelles créées par Infinite, parce que Infinite manipule l'espace-temps, sinon c'est pas drôle. A noter qu'on pourra incarner Shadow dans un chapitre en DLC sobrement intitulé épisode Shadow, coucou FF15, qui lèverait le voile sur les origines d'Infinite. Et donc après les déconvenus de Sonic Boom, Sonic Forces devait remettre la série sur des bons rails, quitte à remettre quelques éléments à plaire. Mais qu'en est-il sur le plan du gameplay ? Alors Atmosphère guerrière oblige, on a une carte du monde assez simple sur laquelle les niveaux se débloquent au fur et à mesure, avec quelques missions annexes, avec les avatars des autres joueurs, si on a activé les fonctionnalités en ligne. Pour le reste, c'est un peu un pot pourri de ce qu'on a depuis Colors, donc rien de nouveau. Le jeu oscille en permanence entre phases de run en 3D et de plateformes plus classiques en 2D. Dans les 2 cas, on est en terrain connu. Il y a le Sonic 3D qui dispose toujours de son attaque aérienne à visée automatique, d'un coup de pied en piqué avec rond, le Sonic 2D, toujours une touche pour sauter et pour dasher. Et l'avatar, c'est une espèce de bizarrerie en fait. C'est-à-dire que ça va moins vite que Sonic, mais suffisamment pour que l'expérience reste la même en fait. Donc l'arme donne parfois lieu à des combats en arène pas très passionnants, et son utilisation dépend des Wisps, c'est des petits aliens qu'on récupère dans les niveaux qui donnent des petits pouvoirs en fonction de l'arme secondaire qu'on a équipée. Donc si on a choisi par exemple le lance-flamme, un Wisp rouge va vous conférer des sauts explosifs qui vont vous permettre d'accéder à des anneaux rouges en suspension dans l'air, et donc à des raccourcis.
Mais de toutes les améliorations que j'ai testées, j'ai préféré le fouet électrique parce qu'il a une attaque circulaire, donc vous niquez tous les robots autour de vous, donc c'est ultra cheaté. Et en plus de ça, vous pouvez suivre les anneaux à la vitesse de l'éclair et donc littéralement tracer à travers les niveaux. Enfin, certains niveaux vous permettent d'incarner Sonic et l'avatar en même temps, façon Sonic Heroes, auquel cas donc le switch est automatique, vous avez Sonic qui run, et dès qu'il faut tabasser des gens ou utiliser un Wisp, vous prenez le contrôle de l'avatar, sachant que ces niveaux sont ponctués de séquences en double boost, avec une espèce de gros button mashing sur carré, et en gros vous faites une espèce de grosse ruée, vous défoncez tout le décor. Voilà, c'est pas très passionnant. On sent une envie de changer la formule. Certains boss sont assez cool, notamment le premier combat contre Infinite sur le corps d'un serpent géant, donc on tourne sur le tube. Mais pour le reste, ce qui n'est pas vu et revu est implémenté de manière beaucoup trop maladroite pour être intéressante. Et le jeu est beaucoup trop facile, quoi. Faut compter 4 heures en mode difficile. Le principal challenge venant des imprécisions du gameplay. Donc c'est-à-dire que voilà, l'inertie des sauts par exemple, on a vraiment fait un bond en arrière. L'inertie est totalement irrégulière selon qu'on ait dashé soi-même ou qu'on ce soit un boost ou qu'on ait un pouvoir spécial. Donc c'est compliqué, quoi. Nolan, le renouveau de Sonic, c'est donc pas pour maintenant, quoi. Pour moi, je parle même pas de renouveau, pour moi c'est une rechute. C'est-à-dire que malgré quelques notes d'intention, c'est la même recette depuis 10 ans. On avait eu un petit mieux avec Generations et surtout avec Mania. Et là en fait, les variantes que propose Forces ne vont pas suffisamment au bout de ce qu'elles pourraient proposer. Donc finalement, c'est pas novateur. C'est pas honteux non plus, dans la mesure où il y a quand même quelques bons moments, les musiques sont très sympas, mais il faut se faire une raison. Je pense que la Sonic Team peine toujours autant à comprendre ce qui fonctionne dans sa série et ce qui mériterait d'être corrigé. Donc le jeu est disponible sur PS4, Xbox One et Switch. La version PS4 est de loin la plus recommandable, avec 1080p et 60 fps. La version Switch à 720p et 30 fps qu'on a testé à Paris Games Week souffre d'un aliasing assez énorme, même en mode nomade. Et allez savoir pourquoi, la version Xbox One est à 720p et 60 fps. La Xbox One X en revanche est en 4K. Voilà. Donc, si vous voulez le truc un peu intermédiaire, vous prenez la version PS4. Mais voilà, donc pas emballé. Moi, si je devais retenir juste une petite chose, je me permets une petite digression très rapide. Moi, c'est vraiment le traitement du personnage qui m'a gêné. Autant Boom, on est dans l'auto-parodie. Autant là, on a un Sonic 3D qui est totalement dépassé par les événements et qui est sauvé par Sonic 2D. Et je trouve qu'en termes de signal, c'est pas forcément génial pour l'avenir de la licence. Et indépendamment tout simplement de la qualité du scénario qui est vraiment pas possible, avec une cinématique finale qui est abusée, quoi. Voilà. Si vous aviez peut-être des questions sur Sonic Forces. Non, mais on a une remarque sur le chat de Angel Zatch qui nous dit qu'il y a la version PC aussi. Ah oui, apparemment, elle est totalement buggée, donc comme quoi. Alors Angel Zatch, on te salue déjà. Effectivement, oui, la version PC, j'ai pas eu l'occasion de la tester, mais ça ne m'étonne pas dans la mesure où Sega n'est pas très à l'aise avec le PC. Oui, c'est sûr. Sauf pour son portage de Vanquish qui était pas mal. Voilà. Et de Bayonetta aussi. C'est tout. On peut passer à Wolfenstein. Moi, je suis chaud. Hein, Ouais, la hype pour Sonic est à son comble sur ce plateau, j'ai l'impression. Tu nous l'as tellement bien vendu en même On temps. a eu notre dose avec Sonic Mania, je veux dire, ils ont fait les cons. Hein, Ok, on passe à Wolfenstein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Wolfenstein 2, dites-moi. Donc du coup, Wolfenstein 2, donc c'est la suite directe du premier opus, donc Wolfenstein The New Order, donc le premier qui est sorti sur PS4, enfin PS4, Xbox. Donc pour rappel, Wolfenstein c'est une série de jeux où en fait les nazis ont gagné la guerre de 39-45 suite en fait à une technologie un peu inconnue qui leur a permis de renverser tout et du coup de gagner la guerre. Donc on incarne encore Blazkowicz, donc qui est resté dans le premier jeu, il est resté dans le coma pendant 15 ans avant de se réveiller en fait dans les années 60, donc au plein milieu d'un monde où tous les nazis gouvernent. Et donc là le jeu prend vraiment la suite directe du premier opus. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le premier, ça va être un spoil total en fait. Juste le début du jeu va être un spoil de la fin du premier. D'accord. Mais pour éviter ça, en fait, le jeu c'est super bien foutu. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un résumé du premier en fait au début du jeu. On a 2 minutes de cinématique qui nous explique en fait tous les bullet points en fait du premier. Et donc même si on n'y a pas joué, si on n'a pas joué en premier, on peut comprendre du coup ce qui se passe dans le deuxième. Et donc dans ce deuxième opus, on repart en fait à la chasse aux nazis assez classique, et cette fois-ci on compte bien en terminer, quoi. Et le premier avait reçu un
plutôt bon accueil critique, peut-être un peu plus inégal au niveau des joueurs. Qu'en est-il de ce deuxième épisode du coup ? Et bah du coup, je vais commencer déjà par parler un petit peu du gameplay. Donc le jeu reste fidèle à son modèle de base, donc c'est quand même un jeu bourrin, il faut se le dire, où le but ça va être quand même de tuer des énormes quantités de nazis, donc c'est assez jouissif, hein, il faut se le dire aussi, parce que voilà, c'est les méchants. Donc on a 6 modes de difficulté. Ça a toujours été un petit peu le truc fun dans les Wolfenstein, avec en fait des têtes qui représentent la difficulté du jeu. Donc là on a un mode facile, 2 modes normal, un mode difficile, un mode très difficile, un mode extrêmement difficile, et quand on finit le jeu une fois, on a le mode Mine 11 qui doit être injouable parce que déjà je joue en difficile. Alors, Et Mine c'est dur. 11, j'ai juste un problème, t'es sûr que c'est ça ? Ouais, Parce que ça va. Enfin, grammaticalement, c'est faux. c'est faux, je me suis trompé alors. C'est quoi, c'est Mine 11 ? Bah ouais, je pense. Ouais, je pense Mind aussi. Lieben Je sais pas. Non, il n'y a j'ai pas le j'ai E à la fait- fin. j'ai Il pas fait n'y a allemand. pas le E à la Ou fin de alors Mine. Mine. Ouais, voilà. Merci le Brando. Tu es notre expert allemand, italien sur le plateau. Voilà. Étant Binational. nazi moi-même. Voilà. Donc, Attention, tu sais qu'elle va être reprise celle-là. au niveau du gameplay, donc on reprend ce qui était efficace dans le premier épisode. On a un personnage assez vif, assez mobile, ce qui permet de nous mettre à couvert facilement parfois et de trouver des bonnes positions de tir. Parce qu'au final, même si c'est un jeu bourrin, il va falloir jouer assez technique pour pas se faire vite dézinguer par les nazis. Pour ceux qui ont joué à Doom, en fait, on reprend un petit peu le même système de jeu, voilà, où il va falloir quand même y aller à fond. Mais il va y avoir des passages difficiles où il va falloir jouer avec le level design et tout pour ne pas se faire dézinguer. Donc ce qui est aussi intéressant et ce qui m'a surpris, c'est qu'on peut jouer aussi en mode infiltration. Donc si on s'accroupit et qu'on arrive doucement derrière un ennemi, en fait on peut... alors on a une petite hachette, on lui coupe carrément les 2 jambes et après on lui enfonce dans le corps, voilà, c'est tout en subtilité. Donc en fait on va avoir certains passages où il y a des commandants qui vont être présents. C'est représenté en fait à l'écran avec un petit rond avec marqué signal, et en fait on va avoir un chiffre qui nous représente la distance qui nous sépare par rapport à ce commandant, et une petite flèche pour nous indiquer la direction. Et en fait si on arrive à tuer ce commandant silencieusement, il se passe rien. Par contre, s'il nous repère ou qu'on tue un ennemi d'abord avec le son, il va déclencher une alerte, il va demander des renforts. Donc en fait, on peut jouer bourrin dans ces moments-là, mais du coup le jeu sera plus compliqué forcément parce qu'il y aura plus d'ennemis. Ou jouer compliqué pour être infiltré et après en fait réussir à tuer ce commandant de manière silencieuse. Donc après, il y a une chose importante quand même par rapport du coup au premier. C'est que dans le premier opus, l'IA était complètement chiadée en fait. Même si on jouait en mode difficile, des fois les ennemis nous tiraient pas dessus ou ils étaient coincés dans les murs, ce genre de choses. Là pour le coup, l'IA elle est plutôt costaud. J'ai remarqué qu'il y a des fois en fait les ennemis vont chercher à nous entourer. Donc à passer par d'autres côtés, et même des fois ils le disent dans le jeu, donc c'est en allemand pour le coup, ça c'est assez cool. Ils disent ouais, je change de position, donc c'est un peu con parce qu'ils le crient, du coup on voit un mec passer et on le dézingue. Mais des fois on va se retrouver, en fait on est tranquille et en fait il y a un mec qui a fait tout le tour pour nous prendre par derrière, et du coup voilà. Je viens de réaliser ce que je viens de dire en fait, Voilà. et c'est pas cool, voilà. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de collectibles qui sont présents dans le jeu, donc des choses à récupérer, voilà, pour finir le jeu à 100%, mais aussi en fait des objets d'amélioration pour upgrader les armes. Donc on a un petit panel d'armes assez sympa, et donc on peut par exemple rajouter des visées, des lunettes de visée, ou alors upgrader nos grenades pour que ça fasse une run à fragmentation pour avoir plein de petits morceaux et tout. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'on peut avoir une arme dans chaque main et choisir en fait quelle arme on a. Donc on jouait vraiment bourrin, donc c'est pas très efficace parce qu'on tire jamais dans les ennemis. Mais du coup, tu joues avec une gâchette par main, C'est ça, c'est ça, une gâchette par main. En fait, normalement, la gâchette qui permet de viser devient l'autre arme en fait. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai joué 4 heures au jeu et je suis à 5% de l'histoire. Le premier, déjà, il y avait 15 à 20 heures de jeu. Et donc ça doit être à peu près la même chose ici. J'ai pas eu le temps de le finir, mais le jeu a l'air vraiment très long, très long. Il y a un DLC qui sort normalement, qui est sorti, mais il y a eu un bug, je sais pas. Il y a quelques petits bugs dans le jeu aussi, dans les menus. Et du coup je peux pas prendre le DLC, je sais pas pourquoi. À l'intérieur du jeu en fait, il faut aller dans le PSN pour pouvoir le prendre, mais quand on va dans le jeu, je sais pas, il y a un truc qui se fait pas. Ouais. Et du coup en fait c'est 3 histoires inédites avec 3 personnages différents, donc qui rajoutent encore du contenu à un jeu qui est déjà long. Donc ça c'est vraiment super. Et donc voilà, après on a aussi quelques phases de gameplay intéressantes, comme par exemple le tout début du jeu. Donc ça spoil un petit peu, mais le début commence en fait, on tue tout le monde dans un fauteuil roulant. En fait, comme il est blessé, tu te déplaces en fauteuil roulant et dans les escaliers ça fait clac 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 clac. Du coup tu peux pas remonter, mais voilà, c'est assez cool. Mais par contre il n'y a pas de mode multi.
Oui, il n'y a pas de mode multi, mais en même temps, c'était la proposition de base du jeu. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Merci. Et là, c'est à toi, Karel. Oui, bah oui, mais là j'ai quelque chose, un message dans l'oreille, je veux pas tout gérer, monsieur. Oui, le plus important dans un FPS, c'est quand même son gameplay, tu l'as dit, notamment Bethesda, c'est quand même des orfèvres là-dessus. Mais l'aspect Tout à fait. visuel est aussi important. Bah, il faut quand même en parler parce que c'est vrai que maintenant, il faut faire des beaux jeux, quoi. Parce qu'on est sur PS4, on commence à avoir des grosses capacités pour faire des beaux jeux. Donc déjà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on s'y attend pas, comme c'est un jeu bourrin, on peut dire que l'aspect esthétique peut être passé un peu à la trappe, et en fait pas du tout. Donc déjà, le jeu il commence dans un sous-marin, donc c'est un lieu clos. Au début, les couleurs sont assez fades, c'est assez terne et froid, mais au final, c'est certainement voulu, puisque bon, les nazis ont gagné la guerre, c'est quand même pas cool. Et donc je pense que c'est totalement voulu en fait par rapport à l'ambiance qui nous met totalement dedans. Et donc en fait, dès qu'on va se retrouver à l'extérieur, c'est là où le jeu prend vraiment toute son ampleur, parce qu'on va être dans un univers de désolation totale, mais les détails en fait au niveau des immeubles et crachés et tout, ça va être super bien détaillé. Et quand on va en fait se déplacer dans tout ce level design, on va pouvoir, des fois il va y avoir un petit trou dans le mur en fait qui va te donner un angle de tir improbable qui normalement dans Jassus sur PS2 tu tires pas au travers du mur, et là si en fait tout va vraiment être géré par la console, et c'est du coup niveau level design c'est vraiment incroyable. On a aussi donc du coup le sous-marin en fait qui est en fait la base de Blazkowicz et toute son équipe. Donc je vais spoiler un petit peu, attention, mais ils se rendent compte qu'en fait il y a des mecs cachés dedans, et en fait tu te rends compte que là où d'habitude tu vas et tout tranquille, il y a pas mal de salles, en fait il y a tout un autre niveau énorme dans le dessous. Donc en fait ils ont fait un level design de fou sur peut-être 5 ou 6 niveaux, et franchement c'est super bien foutu. Donc moi j'ai vraiment été étonné, je m'y attendais pas, parce que voilà, comme c'est un jeu bourrin et tout, on peut croire que c'est passé à la trappe, mais pas du tout. Et donc ce qui est assez cool, on en parlait tout à l'heure, donc la VF, parce que voilà, j'ai le jeu en VF. Donc la voix de Blazkowicz, c'est en fait la voix de Patrick Poivet, donc le doubleur de Bruce Willis. Donc ce qui est quand même assez fun. Et comme c'est Bruce Willis, on voit un petit peu le personnage, ça colle totalement en fait. La voix colle super bien. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça super. Donc pour conclure, je dirais qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, Bethesda, voilà, qui est dans sa veine de faire des jeux comme Fallout, des jeux des jeux sans multi en fait. Et Prey aussi. Et il y a Prey aussi, voilà. Et d'ailleurs il y a la pub. Il y a plus pour Prey. Prey, ils l'ont pas du tout vendu, mais ils mettent un petit fascicule. Voilà, j'avais même pas montré le jeu, je vais vous le montrer. Achetez Prey. Ça, c'est la jaquette alternative avec une petite jaquette Star Wars, on dirait derrière, un petit peu la pub. Et ouais, donc ils foutent des jaquettes Prey dans tous les jeux que t'achètes en fait de chez Bethesda. Et du coup, même s'il n'y a pas de multi, moi déjà de base j'adore les jeux solo, et donc c'est un jeu qui dure une quinzaine d'heures. C'est super cool, il y a des rebondissements, et donc voilà, faut que ça continue comme ça, faut pas qu'on tue le jeu solo, parce que ça reste quand même super, et donc je vous conseille vraiment ce jeu, achetez-le. Eh ben merci beaucoup Titouan pour cette reco, du coup. J'imagine que tu en as préparé une deuxième en fin d'émission. Oui, j'en ai 2, 3, 4. Oui, 3, 4, oh là, attention. Sur ce, on va refermer ce petit segment critique. J'aime bien ce nouveau jingle, je vais le remettre. Voilà. Du coup, on va s'écouter la fin. la deuxième pause musicale, tout en douceur cette fois-ci, avant d'attaquer notre grand débat consacré à le marketing JV va-t-il trop loin, la violence dans le jeu vidéo et dans les différents médiums. Le jeu vidéo est-il victime d'une chasse aux sorcières ou d'une discrimination par rapport au cinéma et aux séries? On va en parler. Mais avant, on va s'écouter un truc tout en douceur, tout choupi, tout mignon, Boys Noise et Skrillex qui forment Dog Blood avec le morceau Chella Ride. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, consacré cette semaine, numéro 33, consacré à la violence dans le jeu vidéo et notamment dans le marketing JV. On a pu voir, je vais faire un petit rappel des faits, tout simplement. À l'occasion de la Paris Games Week, on a pu en parler lors de notre débrief de la conférence Sony. Il y a pas mal d'images qui se sont présentées à nos yeux, notamment un teasing sur The Last of Us 2. Ça t'a choqué ça? Que pas mal de gens, non mais ça a choqué dans la presse, je veux dire sur la presse. Un petit rappel des faits. La presse, Yves Desbrandeaux, c'est important la presse. Donc effectivement, il y avait pas mal de choses qui ont choqué, avec notamment toute la question de est-ce que c'est justifié de présenter ce genre d'image dans un contexte marketing, et là où ça se justifie dans le jeu mais peut-être pas hors contexte comme ça.
On a également eu toutes les questions afférentes à Wolfenstein 2 dont on vient de parler. On va peut-être commencer par là d'ailleurs. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut représenter des nazis dans quelle mesure est-ce qu'on peut représenter des nazis et faire ça de manière fun? Et est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est ludique? Donc on va peut-être lancer le débat. Avant toute chose, je fais faire mon petit jingle. Waouh. Undertale TMTC. On est parti. La première question, c'est voilà, est-ce que selon vous le nazisme dans le jeu vidéo, on peut le représenter et on peut rendre ça ludique? Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles le nazisme? Et qu'est-ce que tu appelles ludique aussi? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu rends ludique le nazisme? C'est-à-dire le nazisme a-t-il sa place dans le jeu vidéo? Voilà, tu fais le nazi. Le nazisme les nazis ont-ils leur place dans le jeu vidéo? Nazi Simulator 2018. Ma première question, Charlotte. On doit représenter le nazisme, on doit représenter tout ce qui a été négatif, mais on doit toujours le représenter de façon ultra négative pour jamais normaliser ces actions-là. Et qu'il y ait des réactions qui soient choquées de « Oh là là, mais on tape encore sur des nazis !» Bah non, genre on tape encore sur des nazis, on leur tapera jusqu'au bout dessus parce qu'il faut plus qu'il y en ait plus jamais, et il faut jamais que quelque chose comme ça puisse se reproduire. Donc non, c'est cool de les défoncer parce que ils ont fait des trucs bien pires, donc autant leur en foutre plein la tête quand on a l'occasion et de la façon la plus cool, explosant dans tous les sens. Je suis hyper hypée par Wolfenstein, comme on a pu en parler. Après, ce qui est différent là, c'est que c'est dans un contexte où ils ont quand même gagné la guerre, donc ils ont été encore plus loin dans leur délire, quoi. Enfin, quand je dis délire, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Mauvais bail. Non mais en fait, du coup, la représentation, elle est d'autant plus justifiée parce que ça te donne encore plus envie de tous les défoncer, parce qu'au final ils ont gagné. C'est parce qu'ils avaient une technologie, parce que du coup c'est l'histoire du truc, ils avaient une technologie un peu bizarre, qu'ils ont renversé tout le monde. Du coup c'est un peu particulier et tout, et donc ça te met dans un contexte où au final t'as envie que ça soit représenté parce que t'as envie de changer le cours du truc. Et je sais pas, mais je pense que après c'est quelque chose de naturel, genre je pense que les gens à cette époque là ils avaient aussi envie de les défoncer, quoi, donc donc pour toi c'est le côté cathartique, il n'y a aucun problème. Non, je pense aucun pas. Problème. Et puis en plus, voilà, de toute façon, ça fait partie de l'histoire. Il faut le représenter dans toutes les formes d'art possibles, parce qu'il faut pas renier ce qui s'est passé. C'est aussi une façon de l'accepter et de passer au-delà, je pense. Et voilà. Alors après, la question c'est comment est-ce qu'on le présente, parce que il y a la question in-game, qu'on l'a abordé, là vous l'avez dit très bien, on peut encourager la représentation de la violence contre les nazis dans le jeu vidéo, n'en déplaise à certains forumers un petit peu remontés. Et aussi, oui, disons que le contexte est un peu compliqué de toute façon, avec certaines personnes sur Internet. Mais par exemple, quand on voit qu'une pub, je pense notamment à la pub qu'avait fait Bethesda sur Jean-Pierre Collabo, en gros une parodie de JT sur un certain site d'information, publié sans disclaimer, avec l'idée que voilà, on va te faire un faux JT nazi sur voilà, la vie sous le Reich. Est-ce que, selon vous, vous comprenez les réactions que ça a pu susciter? Qui se lance? Moi, après, on a eu The Mine High Castle. Ouais. Bon exemple. En fait, moi, je comprends pas comment on peut être outré, bien sûr, si on comprend pas c'est comme tout, c'est l'art, c'est si tu comprends pas ce qu'a voulu dire le mec, bah tu passes totalement à côté et au final tu passes pour un abruti, quoi, en disant non mais c'est scandaleux et tout, et puis le mec il va te dire ouais mais en fait c'est ce que je voulais dire, tu vois. Je pense que globalement le vrai problème là-dedans, c'est qu'on continue à encourager les gens qui interprètent les choses comme ils le sentent, et qu'on continue à favoriser l'individualisme et la sensibilité individuelle plutôt que l'esprit critique et la réflexion un peu du sujet. C'est ça. Après, par exemple, on peut avoir plusieurs discours sur le sujet. On peut aussi considérer que d'un côté, on va dire c'est une stratégie marketing, ok, on comprend le recul, mais en même temps, on trouve pas ça normal de normaliser le discours nazi, même pour rigoler. C'est toute une question que notamment c'est pas normalisé, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Pardon, excuse-moi Karel, mais Non, mais... Oui, mais ça reste, c'est quand même une démarche. C'est pas un mec dans sa chambre qui a décidé de dire quelque chose non plus. Il y a une réflexion derrière, fait par des gens intelligents, diplômés. En fait, justement, mais c'est pas du tout une normalisation. Il y a une vraie pensée derrière, donc c'est... L'idée, c'est que ça choque.
Voilà, c'est C'est fait exprès. C'est l'antinormalisation du fait de faire un truc qui choque, non? Après, la question, J'entends vrai, je Oui, sais mais pas. le La fait qu'il n'y a question, pas c'est- de disclaimer, par c'est exemple. est-ce que le choc est une fin en soi est une fin en soi, pardon, j'allais dire fin en choix. Non, mon Dieu. Est-ce que le choc est une fin en soi? Mais je pense que ça revient à dire qu'il faut faire un disclaimer. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire un disclaimer pour les parodies politiques et ce genre de choses. Là, je sais pas si vous avez vu, en Australie, il y a une chaîne parodique du gouvernement qui fait des annonces concernant les dernières nouveautés du gouvernement, etc., mais de façon complètement parodique. Et ça en est arrivé au point que le gouvernement australien essaye de censurer cette chaîne-là parce qu'il n'y a pas de disclaimer, je sais pas quoi, comme quoi c'est quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, ils sont en train de dire n'importe quoi. Si les gens pensent vraiment que le gouvernement, c'est ce genre de vidéos, ce genre de choses parodiques qui sont vraiment débiles, tu vois, mais vraiment là pour faire l'humour et tout. Enfin, je pense qu'il y a des limites. Je veux dire, pourquoi tu mettrais un disclaimer sur tout? Tout le monde n'est pas doté d'une grande intelligence non plus, tu vois. Bon, je sais pas. On voit, il y a tout ce qu'on parle avec, par exemple, sur Facebook qui propage des fake news que des centaines, des milliers, des millions de personnes vont croire. C'est les gens, Oui, mais après- c'est les gens qui essaient de te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Disons que l'image peut être lue et manipulée de différentes façons aussi. Ouais, mais ça, c'est encore un autre point de vue. Mais après, je pense que ça rejoint ce que disait Hildebrando, c'est qu'après, on va pas se mettre à faire attention à tout parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas, quoi. Mm. Non, mais Mais c'est- malheureusement, on Là. les entend beaucoup quand même, ces gens qui comprennent pas. Ouais. ça revient à dire que Nietzsche a créé le nazisme. Enfin, ça me trouve, je trouve ça vraiment aberrant. Bon, déjà, ça reste à démontrer. Moi, j'ai ma petite idée. On fera peut-être notre débat philosophique après l'émission. Mais non, mais je veux dire, je pense qu'on va avoir du mal à culpabiliser, enfin, à faire porter la culpabilité à l'auteur sur la malinterprétation de son œuvre. Enfin, je veux dire, Oui, c'est Mm. ça. Bah, la Ça veut question. dire là- que sinon, tu peux dire n'importe quoi. Si quelqu'un fait un montage de ce que tu dis, qu'il le reforme d'une façon qui l'intéresse ou je ne sais pas quoi, c'est de ta faute. Mais non, justement, au contraire. Mais c'est Oui, Charlotte. juste qu'il faut communiquer auprès des gens qui vont écouter, auprès des gens qui vont lire ça, parce que c'est eux qu'il faut formater et non pas l'auteur. Lui, l'auteur, il a le droit de dire ce qu'il veut, et heureusement, c'est la liberté. Mais il faut pouvoir mettre en contexte les auditeurs et les gens qui vont en parler après pour que eux ils sachent que bah non, il faut réfléchir, les gars. Ouais, mais je pense que juste ça, c'est pas normal. Mais T'es comment pas ça- là, bah, t'es pas là pour dire comment les gens doivent ressentir ce que Mais ça ça veut dire fait. que à chaque fois que tu vas faire une blague, il va falloir que tu dises attention. Il va falloir que ceci tu est une l'expliques, blague, tu vois. Ceci est une blague. Enfin, je veux dire, Mais imagine quelqu'un te connaît pas, tu Minute fais une blague. blague raciste. Mais C'est bien d'avoir un minimum de Mais contexte. c'est pour genre, ça- les c'est deux pour sont ça pas bien de qu'après- faire des blagues racistes. Mais c'est pour ça qu'après, ça dépend de ton niveau de communication aussi. Mais voilà. enfin, je veux dire, Alors, je vois qu'on est en train d'entrer dans un tunnel. Donc, il y a un risque PJ qui sourit depuis la régie. J'ai juste une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est la représentation du nazisme et des nazis dans le jeu vidéo. J'avais lu dans un article, il me semble, c'était William Oduro, je veux pas dire de bêtises, mais donc je vérifierai ça pendant la pause. Le nazi incarne quand même une évidence du mal. C'est un méchant évident, c'est un méchant qui s'impose de lui-même, dans la mesure où on a un devoir de mémoire salutaire autour de ça. Mais souvent, dans un jeu vidéo, il y a un risque, c'est que le méchant soit tellement évident qu'on en enlève la portée politique et qu'on n'en garde que le rôle de méchant à des fins ludiques pour justifier une violence très forte infligée à un méchant. Tu vois. Et donc à partir de là, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut représenter des nazis dans un jeu vidéo sans aborder les crimes de guerre, sans aborder l'antisémitisme, sans aborder les camps de concentration, etc. Je pensais à Wolfenstein, par exemple. Tu avais un mode, une extension non officielle de Wolfenstein 3D qui, en fait, te mettait dans la peau d'un évadé d'Auschwitz, en fait. Et il y a eu un tollé et le truc n'a pas été fait, quoi. Mais la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque si les nazis deviennent LOL, des méchants évidents et LOL, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépolitisation de ces personnages aussi? Moi, pour le coup, par rapport à mon expérience sur Wolfenstein, non, parce qu'au final, dès les premières minutes de jeu, ils te mettent les choses en scène pour que de toute façon, tu sais très bien qu'ils sont dégueulasses, quoi. Voilà, c'est ce que je disais. C'est genre, déjà, le personnage principal, il se réveille, il est défoncé parce qu'il s'est fait torturer par un mec juste avant. Parce que le mec, il aimait ça, et que le gars, il dit, j'ai jamais vu des horreurs pareilles. Juste après, il y a un de tes potes qui se fait couper la tête juste devant tes yeux, et puis l'autre, ça la fait marrer et tout. Elle prend la tête du mec, elle te fait, tu veux un bisou? Non, là c'est pas LOL, tu vois. Non. Après, ça dépend. Là, on peut le voir des fois sur les images derrière. Le cas qui avait été Hatred,
Ce jeu en fait Hatred, en Allemagne. où C'est on- polonais. Ah, c'est C'est polonais. polonais, Ah, ouais, pardon. c'était des Polonais qui l'avaient créé. Et où en fait, là pour le coup, il y a pas de enfin, c'est juste tu tues des gens et voilà. Il n'y a pas tellement de justification, enfin de justification non, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de. On nous dit pas pourquoi, comment et tout. Et là pour le coup, dans Wolfenstein, c'est sous tes yeux. C'est dramatique ce qui se passe. Il est bandeau. Mais alors, dans Hatred, alors juste quand tu as dit le nazi est le méchant évident, ça c'est culturel. Aux États-Unis, quand on sait qu'il y a une énorme partie de la droite alternative qui est, on va dire, néo-nazi, les nazis ne sont pas un méchant évident. Donc déjà, le méchant évident, c'est très culturel et très localisé, je pense. Oui, bien sûr. Ça, c'était juste par rapport à ça, pour nuancer la citation. Mhm. Après, ensuite, concernant l'expérience de Hatred, alors évidemment, ils se sont pris le tollé médiatique, donc ils ont dû dire que évidemment ils ne soutenaient pas ce genre d'action. Oui, bien etc. sûr. On Ouais. se met dans la peau d'un personnage qui décide de. Mais il en a marre des gens, en fait. Voilà, de rebuter la société, donc tout simplement en commettant des tueries en masse. Alors évidemment, il y avait des résonances avec des événements. Bah, il y avait les États-Unis et Voilà, tout. à la c'était- même on époque. était c'était avant la France encore, ce genre de choses, mais bon. Je pense que là où il faut, pour comprendre l'expérience, il faut y jouer, en fait. Ouais. Parce que moi, j'y ai joué. Pas parce que j'aime beaucoup, j'ai envie de tuer tout le monde, mais tout simplement parce que c'est un jeu et Oui, qu'il c'est fallait, intéressant. voilà. Et le fait est que très rapidement, on est mal à l'aise en jouant. On est très mal à l'aise en jouant parce qu'effectivement, il n'y a plus aucune justification, plus rien. C'est ça. Et donc en fin de compte, je pense que le message est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que c'est en jouant, tu n'as pas envie de jouer. Tu n'as pas envie de jouer à ce jeu parce que c'est, enfin, dès que tu as compris les mécanismes et tout, tu vois que le jeu est vraiment bête et méchant. Tu te dis mais bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Mais je pense que l'expérience est quand même justifiée parce qu'elle existe. Oui, c'est D'accord. ça. Je pense. Mais après, effectivement, ça nous ramène directement au débat de est-ce que les gens vont comprendre ou pas. Bah, tu fais bien de poser la question parce qu'il y a toute la question de la réception de l'œuvre et Aurélie, il me semble que tu avais préparé quelque chose dessus, Oui. n'est-ce pas, sur Bah voilà la question de la communauté des joueurs aussi, parce que c'est de joueurs dont on parle et de comment ils sont visés par les éditeurs et dans une démarche marketing. Et voilà, c'est aussi l'excuse qu'avait sorti Sony pour The Last of Us, par exemple, c'est de dire ce sont des images d'une extrême violence, mais qui parlent au public auquel on s'adresse, parce qu'on fait des jeux d'adultes adressés à des adultes. Et donc, c'est un public construit aussi. Exactement. En fait, c'est par rapport à ce débat, moi, c'est la question que j'avais envie de poser. C'est la communauté des joueurs qui est visée par ces campagnes publicitaires. C'est à quel moment il y a une équipe de marketing en amont qui va se dire ça va toucher notre cœur de cible. Et donc, c'est comment est-ce que c'est construit aussi l'image de cette communauté. Donc, c'est une question qui est extrêmement dense. Je sais qu'on va pas du tout pouvoir tout aborder, qu'il risque d'y avoir des raccourcis un peu faciles, mais après, on pourra revenir dessus. C'est déjà pour prendre déjà un ouvrage en bas, c'est dans La Ronde des jeux et des jouets, dirigé par Gilles Brougère, et spécifiquement dans le chapitre de Vincent Berry, qui est un sociologue en Game Studies, qui s'appelle De Kong à World of Warcraft, construction et circulation de la culture vidéoludique. Il explique qu'au début des années 90, il y a cette volonté de la part de Sega de construire un public masculin adolescent de jeux vidéo, qui était un public un peu délaissé par Nintendo, et donc qui s'adresserait plutôt aux 18-18 ans. Et donc ils vont vouloir proposer des jeux plus violents comme Mortal Kombat, et qui vont axer des jeux plus violents et populaires surtout, et qui vont axer vraiment leur campagne de publicité sur des médias jeunes, Internet, MTV, et qu'on en vient même à une dynamique de circulation de l'espace. Et aussi, par exemple, dans la même démarche de publicité, il y a les campagnes pour Tomb Raider à la fin des années 90, qui vraiment, on voit que l'objectification du corps de Lara Croft, elle s'adressait à un certain type de public quand même. Et c'est donc ici, on a une communauté de joueurs qui va se construire socialement et qui va commencer à évoluer dans un entre-soi. Le problème, c'est que les origines de cette construction, donc on va faire un public masculin, adolescent, 12-18, c'est que c'est une jeune communauté dans les deux sens des termes, et ça va mener certains de ses membres à s'enfermer dans une masculinité dite toxique. Et donc, Du coup, c'est quoi la masculinité toxique du coup? Parce que C'est là, quoi tu emploies un gros concept, il va falloir le définir. donc c'est un concept qui n'est pas très populaire en France, qui est plus aux États-Unis, dans, on va dire, tout le champ des gender studies qui existent en sociologie. Et en fait, c'est un ensemble de comportements qui est influencé par la culture traditionnelle masculine, donc ce qu'on appelle la boy culture, donc ça on pourra revenir dessus, et qui se révèle finalement néfaste, toxique donc, à la fois pour les hommes et pour les femmes, pour tous les membres de la société, car elle repose sur donc un entre-soi masculin, une idée de domination, une idée de compétition, d'évaluation des femmes, et de dévalorisation de toute expression sentimentale, puisque ça serait vu comme un signe de faiblesse. Et donc c'est un excellent terreau pour le sexisme, pour l'homophobie, les comportements violents.
Et en fait, par exemple, on peut voir la facilité avec laquelle se sont propagées toutes les problématiques du Gamergate à l'époque. C'est une illustration quand même qui est assez parlante. Et donc moi, je pense que ces campagnes, au final, elles cherchent toujours à viser ce même public et qu'il s'agit surtout d'une répétition de schémas connus qui ont donc engendré la création de ces communautés de joueurs. Car on peut être choqué par ces campagnes, comme nous on l'est, comme par exemple l'été Corentin Lamy et William Oduro dans le monde. Mais il y a quand même, à Paris Games Week, quand on distribue des drapeaux néo-nazis, il y a une foule qui acclame, il y a une foule qui est là. Attention, ils sont pas néo-nazis. Oui, c'est pas des néo-nazis. drapeaux Oui, suprémacistes blancs. Alors, suprémacistes blancs, Ubisoft a mis de l'eau dans son vin aussi. Ouais. J'avais posé la question à Emmanuel Carré sur le salon. Il m'avait dit non, c'est pas une nation de suprémacistes blancs, c'est une secte. De la fin du monde, etc. C'est pas une nation. Enfin, on saura jamais quelle est la part de rétropédalage et quelle est la part de malentendu là-dedans, mais je préférais le préciser quand même. Pas de souci. Et donc c'est quand même que il y a la foule qui l'acclame. C'est quand même quand oui, il distribue, qui scande des slogans aussi. Oui, après il faut aussi rappeler c'est quoi le public de la Paris Games Week, mais c'est que quand même. Oui. Pardon, juste concernant les goodies distribués, ce genre de choses, pour Battlefield 3, on avait distribué des kéfiers. Est-ce que ça rentre aussi là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ça veut dire qu'on choisit un camp, on choisit une oui, non, il n'y a pas de distance avec l'œuvre, mais c'est un vrai problème. Non, mais il n'y a pas de distance avec l'œuvre, et puis ensuite, ça veut dire que par in extenso, tu vas commencer à entrer dans une zone floue, je veux dire, où tu vas pas forcément pouvoir choisir un gentil ou un méchant ou ce genre de choses. Voilà, on a les drapeaux confédérés. On a les drapeaux Far Cry 5 qui sont ajustés dans la régie, c'est magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est peut-être un peu risqué d'essayer. Non. Non, merci. Non, je pense que c'est juste un peu risqué aussi de vouloir étendre le merchandising à quelque chose d'un peu plus lourd que ce n'est, je pense. C'est quand même une circulation de discours, tu vois. D'images. Le discours, peut-être pas. Ouais, mais les images, elles ont un discours. Pardon. Ouais, les images ont un discours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les images peuvent être lues de différentes façons. Voilà, une image. Le jeu vidéo est une image, mais ça, on en avait parlé lors de votre petit passage recrutement. Titouan, tu voulais dire quelque chose? Non. Ah non, c'est parce que je t'avais entendu prendre la parole. C'est pour ça. Oui, c'est parce que je disais, oui, voilà. Enfin, de toute façon, tout est. Mais non, mais tout est. Tu peux penser ce que tu veux de n'importe quoi, d'une image, d'un objet ou quoi. Donc après. C'est encore comme démarche. Je pense que ça revient à la démarche de l'esprit critique. Je pense que ça vient au fait de s'éduquer. Alors ce qui est vrai avec ce qu'on dit dans cette chronique, c'est que effectivement quand tu forces en créant une strate marketing volontaire que tu définis, que tu façonnes, forcément tu es responsable de comment tu la façonnes, et effectivement c'était pas forcément pour le bien de l'humanité qu'ils le faisaient, donc forcément oui, on sait, mais après ça c'est un marketing qui est quand même très on va dire passé de mode. Je pense. Non, mais je le dis parce que très ancré dans une époque, on va dire, parce qu'effectivement on a des images de Conker's Bad Fur Day derrière nous. C'est un jeu qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui. Non, mais oui, c'est ça. Et puis je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les années 90 sont la pire décennie de tous les temps. Je te rappelle que tu écoutes de la house quand même. Oui, non, mais oui, et puis on est dans les années 80. La house, c'était une contre-culture à cette époque-là, donc. Oui. La jungle aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau marketing, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui les choses ont changé. En tout cas, moi personnellement, parce que c'est plus la façon dont on enseigne le marketing aujourd'hui. Après, c'est sûr que c'est facile d'entrer dans une niche, enfin pas dans une niche, justement au contraire, d'ouvrir une brèche. Ok, et on a Phenom sur le Twitch qui nous dit Make Hyperlink Great Again. Et il me semble qu'on a une autre question qui vient d'être posée sur le chat. Si quelqu'un peut la lire. Oui, c'est ha. C'était pas une question. Ah, on n'a pas de question. Non, il n'y a pas de. Ok, il m'avait semblé, dans l'oreillette. Si, on a fait juste Crash Test Man qui nous disait qu'Ubisoft prenait des grosses pincettes pour ne pas assumer ses choix artistiques. Ah, ça c'est une façon un peu blunt de le formuler. Mais en fait, on aura le fin mot de l'histoire quand on aura le jeu en main aussi. Je veux dire. Oui, Aurélie, tu veux dire une chose? Est-ce que vous ne trouvez pas, vous personnellement, que ça donne quand même. On va dire que ça participe à la création d'une image restreinte des communautés de joueurs et de joueuses? Oui, bon, moi je pense carrément, oui. Enfin, on peut peut-être petit tour de table avant la pause, s'il vous plaît, parce qu'on a rattrapé notre retard. Non, pour moi, encore une fois, c'est les gens qui vont donc propager. C'est-à-dire que là, tu es en train de reprocher quelque chose à un marketing des années 80, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'est 90, pardon, c'est des sources qui vont. C'est des sources et 2017 aussi. Oui, succinctement, s'il vous plaît. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont
prendre une mauvaise image après, juste en se basant sur une campagne marketing ou ce genre de distribution d'images, ne font pas l'effort de comprendre ce qui se passe derrière, je pense aussi. Ce sera le fin mot de cette première partie. Merci à tous pour vos interventions de qualité. On essaiera de parler un petit peu moins de nazisme, un peu plus de violence et de jeux vidéo dans la deuxième partie, parce qu'il me semble que Charlotte avait préparé quelque chose sur la figure de l'admoniteur, je l'ai bien dit, tout à fait. On verra ça en deuxième partie. Mais pour l'heure, on s'écoute quelque chose de tout doux, tout gentil, tout mignon. System of a Down, Radio Video. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, émission spéciale sur le marketing du jeu vidéo, la violence dans le jeu vidéo. Va-t-on trop loin? Y a-t-il des limites? Peut-on continuer à rire des nazis dans le jeu vidéo? Aujourd'hui, on a pas mal parlé des nazis dans la première partie, donc je propose qu'on n'en parle pas du tout dans la deuxième. On va essayer. On va d'ailleurs commencer avec Charlotte, parce que tu nous avais préparé quelque chose sur le visuel des gros shooters de 2017 qui s'harmonise un petit peu. Avant cela, vous pouvez réagir sur le chat du Twitch. On vous lit. N'hésitez pas à poser vos questions et intervenir. Également sur Twitter au hashtag HPL. On vous lit également. Charlotte, c'est à toi. Oui, alors je vais parler des paratextes des jeux, parce que parler des paratextes c'est aussi important pour parler des jeux, parce que tout est politique, donc toutes les images qu'on communique à partir d'un jeu sont politiques. Et toutes les images tout court sont politiques, évidemment, mais ça c'est autre chose. Donc on va parler des visuels des 3 principaux shooters de cette année, qui sont Call of Duty World War II, PUBG et Wolfenstein 2. Donc les 3 campagnes de com ont en commun de faire appel à la figure picturale classique de la renaissance de l'admoniteur. Mais alors, qu'est-ce que la figure picturale de l'admoniteur? Je l'ai bien fait. C'était super. Et comment est-elle représentée dans les campagnes de communication? Pardon, j'ai pas lu ma relance en entier. Oh, mais c'est pas grave. L'admoniteur est donc un personnage récurrent de la peinture de la Renaissance, qui, à l'intérieur du tableau même, appelle directement le regardant, regardeur. Il se différencie souvent en faisant un geste de la main et en regardant vers le spectateur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un regard caméra pour l'interpeller. Comme ça. Un exemple moderne, exactement comme vient de faire Karel, c'est Uncle Sam dans les posters américains I want you to join the US Army, qui pointe du doigt et qui fait un regard caméra vers le regardant. Donc alors, dans Call of Duty World War II, on a un très gros plan sur le visage d'un homme blanc qui fait un regard caméra, qui est centré à l'image. Il porte un casque, il a le visage écorché, les mains sont posées sur sa crosse et il tient le collier avec son matricule. Donc on a ici une symbolique classique patriotique. Matricule plus casque plus blessure égale sacrifice pour la patrie. Ensuite, on a Wolfenstein 2 qui offre un plan moyen, donc où on voit l'homme en entier, sur un homme blanc centré à l'image, debout sur une pile de casques ennemis, donc des casques nazis, mais on n'en parle plus. Avec un regard caméra, une arme à chaque main, une veste en cuir orange qui mélange gracieusement le rouge et le blanc de l'arrière-plan. Dans PUBG, on a un homme blanc qui est centré à l'image, en cadrage américain, donc qui s'arrête au-dessus des genoux, qui est le cadrage classique des westerns, qui montre les 2 mains des duellistes prêts à saisir les armes. Et le corps face au regardeur, mais pas de regard caméra, et qui a un pistolet dans une main. Donc on a 3 visuels de shooter, 3 figures masculines blanches centrées, 3 fois la présence des 2 mains et 2 regards caméra. Une des signes qui font appel directement aux regardeurs et aux joueurs potentiels du coup. Mais oui. Là, j'aime bien pointer du doigt à la caméra comme ça. C'est très radiophonique ce que je viens de faire. Par ces signes qui lui sont directement dirigés, l'image porte la subjectivité du regardeur. Quelque part, elle aussi elle est déjà à la première personne. Parallèlement, la Renaissance du XIVe siècle, donc à laquelle se réfère la figure de l'admoniteur, est un moment de bouleversement dans la représentation de la peinture par l'arrivée de la perspective. Donc c'est avec toutes les théories mathématiques d'Alberti, qui fait des traités della pittura, etc., qui amène la peinture à se placer déjà elle aussi à la première personne par l'apparition des lignes de fuite. La peinture de la Renaissance et ses visuels des FPS se présentent tous les deux comme des vues subjectives, et qui est donc une référence pertinente quand on veut vendre des FPS. Et de plus, ils ont ça en commun de lier un centrisme de la perception propre au XIVe siècle et l'anthropocentrisme, qui était vendu aussi au XIVe siècle avec l'humanisme, qui est une vision centrée sur l'homme. Conclusion, comme au Quattrocento, on veut faire des références humanistes, mais l'humanisme se pense avec un H minuscule, puisqu'il ne représente en fait ici qu'un type de masculinité, malheureusement. Léonard de Vinci, qui pensait « tous les hommes sont égaux entre eux », pensez en fait à la façon de George Orwell dans La ferme des animaux, certains sont plus égaux que d'autres, malheureusement. Les visuels de ces shooters appliquent le même procédé, là où l'admoniteur semble appeler tout le monde mais ne parle en fait qu'à une partie. On ne parle pas d'anthropocentrisme à ce moment-là, mais on peut parler plutôt de masculocentrisme blanc, tout simplement. Et la subjectivité devient alors éminemment politique, comme toutes les images encore une fois. Et comme au XIVe siècle, elle ne touche qu'une partie des hommes blancs.
Et aujourd'hui, ce serait un petit peu comme le basic white guy qui joue au FPS ou la fun de la Paris Games Week composée d'hommes blancs cisgenres. Bah, tous ces gens, ça, un peu sur la photo qu'on avait circulée. Les Brando, ils rigolent. Ah ouais, parce qu'on est sur un jackpot là, elle a tapé dang, 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 triple vocabulaire. Vas-y, Charlotte. Non, bah écoutez, c'est intéressant parce qu'effectivement, vos deux interventions se répondent en fait. Et c'est très très intéressant. Mais effectivement, c'est de la recherche toute une ensemble. question. Ouais, ça me bien. Ouais, genre, je sais pas pour Titan, moi je me sens un peu con à côté de tout ça, donc. Bah, moi aussi, parce que moi je De quoi d'être redécouvre. un blanc? Bah, moi en fait, Non, de chronique, ça c'est encore autre chose. moi je suis à l'abri parce que je ne joue qu'à Doom. Donc voilà. Mais non, effectivement, c'est une question, la question qui va articuler cette deuxième partie. Est-ce que ces représentations améliorent, selon vous, ou aggravent l'image du médium jeu vidéo dans les médias, au sens la presse, les chaînes d'information, etc. Avec le lien qui peut être un petit peu fait rapidement entre ah bah il joue aux jeux vidéo, donc forcément oui, c'est logique qu'il trucide ses copains de Columbine, quoi. Oui, c'est bien, on est de retour dans les années 90, Oui, non, mais merci. je fais exprès de poser cette question des termes très blunt pour susciter une réaction chez vous. Excuse-moi. Non, en fait- Aurélie. Tu voulais peut-être parler Tu veux avant? dire- Ah non, Titan, mais pourquoi pardon. on pose des questions de Brando? Regarde ce qu'il y a marqué sur son pull. Il y a Je marqué j'en ai rien à foutre. Tu vois, encore une fois, tu fais de la malinterprétation de véhiculation d'image. Ah là là, Ah, bah tu oui. l'as- tu regardes ce que tu véhicules aussi, désolé mon petit gars, mais bon voilà quoi. Donc Aurélie, que véhicules-tu? Bah, moi, je trouve que c'est que s'imaginer, évidemment, c'est que les jeux vidéo, ils sont responsables de rien. C'est évidemment les images, c'est politique et tout, mais après c'est comme quand on pensait, comme il y avait beaucoup de problématiques comme ça liées à la pornographie au début, et même maintenant encore où on dit ça amène les gens à violer. Maintenant il y avait des viols avant, il y avait de la violence avant le jeu vidéo. Il y en avait beaucoup dans les deux cas, et donc on peut pas dire par exemple quelqu'un fait une tuerie à cause des jeux vidéo, c'est non. Mhm. Mais Donc- je pense que t'es d'accord avec moi au final. Bah oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pas parce que je jouais à Doom que j'ai envie de De quoi? De tuer des monstres? De tuer des monstres, tout à fait. Oui, voilà. tu peux toujours chercher, je pense. Justement, et puis comme je sais plus qui c'est enfin c'était une vanne qui tournait beaucoup sur internet, et du coup moi je joue beaucoup à Léa Passion Cheval, et du coup j'ai envie de devenir monteur équestre. Voilà, c'est comme ça, Bah oui, Après ça peut créer des ça vocations. crée des vocations. Hein. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, Animal Crossing. Pokémon, je vais aller chasser des Pokémon et je vais aller. Bah faire ouais, se mais sauf battre que entre eux. ça a vraiment Bah. été fait avec Pokémon Go. Donc, Bah, Oui, voilà, c'est que ça a vraiment. J'ai Ouais, c'est créé les des vrais vrais- Pokémon, t'as raison. Pokémon Go, c'est les vrais Pokémon, Titan, merci. Ah, il est con, voilà. Et là, tu vois, t'interprètes comment mon Oh, message? excuse-moi. Tu vois, tu fais exprès là. Désolé. Du coup, selon vous, on va recentrer le truc. Aggravation ou amélioration? Non, c'est pas une amélioration forcément, mais c'est pas non plus une aggravation. C'est-à-dire que on n'est pas. Non mais je veux dire. Merci. Non mais de je demander. pose la question dans la mesure où, par exemple, Mais Sony dit on s'adresse à un public adulte, sous-entendu le public de jeux vidéo a mûri, mais est-ce que C'était menteur. accentuer la violence va de pair avec l'augmentation de la maturité du public? Tu vois, c'est ça ma question, c'est Alors, dans ce sens-là que je dis que ça pourrait être une amélioration, sous un certain point de vue. Mais le problème, c'est au niveau de la communication, pas vraiment au niveau des jeux. Vraiment, c'est à qui est-ce qu'on pense vendre le jeu. On se réfère à des systèmes. Aurélie a introduit tout à l'heure la boy culture, qui a été vachement discutée par Henry Jenkins, qui fait référence à un mouvement, enfin, à la fin du 19e siècle, là où les garçons ont développé des trucs spéciaux, on va dire. Mhm. Et dont les vertus centrales, c'est très la maîtrise et le self-control, la hiérarchie, la compétitivité, et plein de bastonnets, des blagues scatophiles, etc. Et qui est en fait tout le même système auquel se réfère la communication qu'on voit aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de se détacher de ça? Parce que est-ce qu'on n'a pas envie aussi d'arrêter avec ce système de la boy culture qui correspond plus aujourd'hui à tous les gens qui jouent aux jeux vidéo? Parce qu'on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus mélangées, beaucoup plus hétéroclites, qui sont bien plus intéressantes que juste, encore une fois, les hommes blancs cisgenres. mais ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y a que des hommes blancs qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, je veux dire. Non, C'est mais pas c'est bon. le public. C'est ce que la com dit. Ouais, visé. Mais en attendant, tout le monde achète. Enfin, je veux dire, il y a tout le monde achète. On a Emmanuel dans l'équipe qui adore trucider des nazis dans Wolfenstein, qui adore. Enfin, je sais pas. Mais c'est un cas individuel. Non, mais en fait, Bah, je pense vous que jouez à Par quoi- exemple, vous ça jouez à c'est un quoi comme exemple. jeu je pense que ce que veut dire Hildebrando, c'est que malgré cette campagne de com, ça n'empêche pas en fait. Non mais C'est que Non, mais ça. en fait, c'est-à-dire que le marketing à un moment, c'est un business. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'oseille, ils sont là pour vendre le jeu à la plus grande population possible. Forcément, si leur cœur de cible et si leur plus grande tranche de gens, c'est ça, c'est à ces personnes-là qui vont s'adresser. Maintenant, je suis pas en train de dire que je valide ou j'invalide, mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut penser en efficacité d'un côté.
déjà d'une. Donc voilà, ça, c'est à un moment c'est la loi du marché. Tu dis que je fais souvent appel au capitalisme. Écoutez, c'est le monde dans lequel on vit d'un côté. Charlotte aura quelque chose à dire après. Après, c'est sûr, pour l'amélioration sociétale, c'est sûr qu'il s'agirait d'être un peu plus inclusif. Un petit peu plus mais inclusif. tu parlais de... Pardon. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais tu parlais de construction culturelle tout à l'heure. C'est toi qui l'as évoqué en premier, et c'était très intelligent. Tout ça, c'est juste une construction culturelle et sociale. Donc en soi, juste que le cœur de cible, ce soit les hommes blancs cisgenres, c'est juste une construction. Oui, d'accord, très bien, mais je veux dire, tous les jeux ne parlent pas forcément aux hommes blancs, et il y a des jeux qui... Enfin, je veux dire, à un moment, il faut développer des jeux qui sont différents, je pense. C'est pour ça qu'ils ont créé Ken dans Street Fighter 5, ça passe pas, ça parle pas qu'aux blancs. T'abuses. J'ai pas compris, là, il y a pas... Non, c'est très très cryptique, mais les fans de jeux de baston comprendront cette vanne. Enfin bon, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Dans ce cas-là, faisons d'autres jeux. On les vendra à d'autres gens. Il y en a beaucoup, et je veux dire, il y a une grosse scène alternative du jeu vidéo. Voilà, après, forcément, c'est la pointe de l'iceberg, le AAA, ce genre de choses. Et sinon, éduquons nos filles à jouer aux jeux vidéo aussi, et comme ça, elles deviendront des parts de marché, et peut-être que les boîtes changeront de... Non, mais il a raison, à la mesure où je vais condenser ce que tu viens de dire, mais pour changer le jeu vidéo, changeons les PowerPoints qu'on envoie aux actionnaires. En gros. Oui. Changeons les camemberts, en gros. C'est ça ce que tu veux dire. Oui, c'est une façon dont nous on peut agir là-dessus. Voilà, déjà d'une. Si jamais l'industrie veut pas changer, alors dans ce cas-là, c'est à nous de faire en sorte. Ou alors on abandonne les jeux vidéo. C'est une autre possibilité aussi. Non, mais c'est comme vous voulez. Mais enfin, je veux dire, à un moment. Oui, à un moment, quand t'es pas d'accord. À un moment, il faut prendre la responsabilité aussi du consommateur. Et voilà, je veux dire, c'est bien de vouloir faire des produits pour tout le monde. Mais si pas tout le monde les achète, et ben à un moment, ça sert à rien de faire. C'est pas possible. Tu peux pas faire pour tout le monde et plaire à tout le monde. Sinon, évidemment, il y a beaucoup de jeux qui existent sur la scène indé et tout, mais ça serait bien aussi de ramener l'inclusivité dans le mainstream. Parce que c'est le mainstream au final qui parle le plus. Alors j'avais deux autres questions qu'on va aborder très rapidement s'il vous plaît parce que l'heure avance. Le marketing jeu vidéo dont on parle aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'il est dans une optique opportuniste, voire gratuite, ou réfléchie et politisée? Alors, non, je t'en prie. Charlotte. Elle sera toujours politique cette démarche. Non mais moi je dis pas politique, je dis politisée, c'est-à-dire qu'il y a une intention politique. Parce que tu peux faire quelque chose de politique sans intention politique. Non mais attends, une politique d'entreprise. Il y a toujours bien sûr une politique d'entreprise. Alors, mais précise. Je pense pas qu'il parle de politique d'entreprise. Justement, tu parles de quoi alors? Non, là je parle par exemple quand tu as Bethesda qui te dit Make America Nazi Free Again dans un contexte où Trump vient d'être élu. Est-ce qu'il y a un message politique ou est-ce que c'est simplement de l'opportunisme pour surfer sur un buzz? C'est certainement un mélange des deux. Moi, j'ai envie de croire, à l'intelligence et au fait que forcément ça mélange des deux. Ça résonne avec les gens et d'un autre côté ils se disent on emmerde un peu Donald Trump. Ils auraient très bien pu le pas sortir ou ils auraient très bien pu le sortir avant ou après. Bien sûr que oui, c'est voulu. Tu fais ce que tu veux, c'est ton jeu, tu le sors quand tu veux, t'en fais ce que tu veux. C'est totalement voulu. Très bien. Si vous n'avez rien d'autre à dire sur cette question-là, je pose la dernière et après... Juste pour parler d'opportunisme, je pense moi que les jeux vidéo, très souvent, quand ils évoquent des problématiques de violence, on n'a pas le temps de développer, mais quand ils évoquent des problématiques de violence, c'est pour servir à une intention de jeu. C'est un gameplay, c'est un jeu qui raconte une histoire, etc. Enfin bon, voilà. Après, on peut jauger de chacune de leur intelligence ou pas, mais voilà. Dans le marketing, donc c'est normal qu'on voit du marketing avec de la violence, je pense. Parce que c'était un peu quand même l'idée. Donc c'est là où ce que je voulais en venir, c'est que je pense que c'est quand même un peu normal dans ce cadre qu'on voit de la violence. Après, forcément, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est normal. C'est logique, pardon. Et d'un autre côté, le reste du marketing aujourd'hui encore est ultra sexualisé pour des produits qui ne sont pas sexuels et ce genre de choses. Et c'est là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et c'est là où je pense que le jeu vidéo vient très très loin derrière. Si jamais c'est un problème, dans la liste des problèmes, je pense qu'il vient très loin derrière. Je pense. En même temps, c'est le plus récent. Si on parle de marketing. Non, mais si on parle de marketing. C'est la chose la plus récente. Charlotte. Et malheureusement, c'est un problème culturel, contrairement à des objets de consommation courante. C'est un problème culturel, donc ça touche d'autant plus qu'il y a des gens qui construisent leur socialité tout autour de ça. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que, si tu veux, de toute façon, ça renverra un message politique. Donc que tu fasses pas attention quand c'est genre un savon ou comme ça, ou quand tu fais attention quand c'est de la culture. C'est bien plus impactant, malheureusement, quand c'est de la culture, parce que toi, tu te construis à partir de ça, en apprenant à partir de ta culture. Et en construisant... Oui, il y a toujours un message derrière qui est politique, qui est qu'on doit faire attention, et surtout autour de la com.
Pardon. Aurélie, une dernière intervention, s'il te Donc plaît. les nazis. Non, je rigole. Ouais, non. Ah non, s'il vous plaît, stop. Et donc, toute dernière question, vous me répondez par oui ou par non, avec une petite phrase si vous voulez, mais pas plus. Le jeu vidéo a-t-il vocation à donner des clés de lecture de la violence réelle? Non. A-t-il vocation à donner des clés de lecture face à une violence perçue dans la répéter la réalité? question. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah, J'ai envie de répondre non, oui, mais, si, si. parce qu'Emmanuel Carré était plus loquace que vous là. Hein. Peut-être. Bah oui, tu nous dis d'être court, alors oui. Mhm. Oui, ok, très bien. Bah, ça, Si tu veux que j'étende, on étendra plus tard, mais là tu m'as dit de ne pas non, mais étendre. c'est le plus beau oui depuis Didier Drogba, donc merci Ildebrando. Voilà. Ce sera tout pour ce débat consacré à la violence dans le jeu vidéo. C'est un petit jingle que j'aime bien, donc je vais le remettre. T'aimes bien tous nos jingles Ouais, en c'est ce fait. que j'allais dire. C'est normal, c'est lui qui les a choisis. J'abuse. Je m'aime. C'est tout pour ce débat. Les amis, l'heure est grave. Parce qu'après avoir parlé de violence, il va falloir la subir. Parce que c'est l'heure du quiz musical. Je suis pas trop chaud là, subir la violence là tout de suite. Ouais, c'est un dimanche après, on est tranquille, putain. Écoutez, on entre dans le dernier quart d'heure de cette émission, il va falloir que je sévisse. Pour la thématique de ce quiz, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, est-ce que je vais faire un quiz sur les jeux violents, etc. Et finalement, j'ai eu cette citation de Daniel Andreev dans la tête qui a popé, et les nazis sont les meilleurs méchants. Donc, ce sera un quiz consacré aux nazis, qui sont évidemment les meilleurs méchants. On est parti. J'ai dit, on est parti. Ouais, ce pad est génial, j'adore. Donc, nous avons Je deux vais pas le équipes. remettre parce qu'il est bien ce jingle. Il est super bien, attends, je vais le remettre, bouge pas. Waouh. Et on finit là-dessus. Merci à tous. Donc, nous avons deux équipes. Équipe rouge, équipe bleue. Allô, équipe rouge, équipe S'il bleue. vous plaît. S'il vous plaît. Je veux savoir de quel côté je fais partie. Moi je le fais pas si j'ai pas. Nous avons l'équipe bleue Et l'équipe VL. et l'équipe Wow. rouge. Et l'équipe rouge, tout à fait. Alors attention, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une journée où on a parlé de Sonic, donc Sonic doit être fort. Hein. N'est-ce pas, Sonic Ildebrando? Forces. Il est pas très fort dans Hein. Forces, donc. On va Quel rattraper. jeu de mots. J'espère que t'es Oui, fort parce que allez. moi je suis super nulle. Soyez forts, s'il vous plaît. Ah, je sais On est pas. parti pour le premier morceau. Indiana Jones. Non, Star Wars. non. C'est un film qui est sorti en 2011. Ouh là là, on dirait une musique de John Williams, mais. Ah, c'est Alan Silvestri, donc c'est pas très loin. Ah. Le problème, c'est que je sais, je l'ai C'est un entendu. film sur la guerre Et ça. c'est juste, j'ai beaucoup de Ah, mal. ouais. 2011, c'est Skyrim, non? Il y a de la guerre, Oui. il y a des coups de poing, il y a des nazis, il y a aussi des pistolets laser, un cube et un Ah, squelette mais rouge. c'est Iron Sky. Non, Non, j'ai non. dit Sharknado. j'ai dit un squelette rouge. Ah, Captain America. Oui, Ah. bravo Ildebrando. Ah, il y a des nazis dans Captain America. Je sais Bah, pas, dans le je- Il y a Hydra. je sais pas, j'ai jamais vu. Bah, Ça m'intéresse dans- pas. donc, Dans le- Ah, le premier Captain America est pas mal pourtant, il est pas dégueu. Sachant que c'est le plus mauvais, bravo. Ah non, moi je le préfère au deuxième, écoute. Hein. C'est C'était- un autre débat. Ce n'est que mon avis, c'est un autre débat. Venom Quelqu'un l'avait Venom dit, avait en trouvé. plus. Phenom avait Oui. trouvé, parce que Phenom est très très fort là-dessus sur Marvel. On l'embrasse très fort, Mais on évidemment. triche pas, donc on ne regarde pas les écrans. Bah, Un je viens de point le voir. pour l'équipe T'as bien bleue. vu, j'ai pas répondu. 1-0. Donc on amorce le deuxième morceau. Ouais, je suis mauvais. L'équipe rouge là? C'est incroyable. je Ah, connais mais pas. moi je connais rien. C'est pas Battlefield. Lequel? Le One. Non, Non. non, Le deux. 3. non, Le 4? non. Bad Company 2. Quoi? Bad Company 2. Non. Bad Company 1. Il y a des nazis dedans. Pensez à la date. Ah, 1942. Oui. Ah. Ah ouais, putain, il y avait celui-là. quoi. Attention, Parce que c'est le thème de Battlefield partout, donc Le plus perdu. improbable. attention. Ildebrando s'est réveillé là. Il a fait 2 morceaux de suite. Ouais, Ouais, voilà, enfin, il- mais parce que merci. c'est enfin un quiz avec des jeux vidéo corrects, Et tu parce vois, que genre c'est les- oui. moderne. Bizarrement, c'est le seul allemand autour de la Alors, table. Je dis ça. Voilà. Et les emmerde. Il est chaud. Il est Je chaud. souffre quand je joue à ces jeux. Il est chaud bouillant. Alors, l'équipe des nazis. Vous vous rendez compte que j'ai failli mettre du Persona dedans. Hein. C'est pas nous qui sommes bref, rouges. il y en aura pas, je vous rassure. Ça aurait été Persona 1, c'est sûr. 2-0, troisième morceau. C'est un animé Avec des nazis. avec des nazis dedans. Oh, bah, je sais pas. Il y a un arc avec des néo-nazis dedans. Allez-y. One Piece. Ouais, je sais pas. Putain, c'est quoi cette musique de Tekken mec? C'est une héroïne. L'équipe technique est tellement plus Cowboy forte que nous. Bebop. Ouais, hein. grave. Non. Moi je me tourne vers toi Aurélie parce que là tu es censé être Oui, notre bah, notre c'est- potion japanime là. Euh,
toujours été nul là-dedans. donc, Moi aussi, là c'est le quiz où je vais pas te dire. Il y a des un pirates. truc, hein. Il y a des pirates. Il y a des pirates. One Piece, j'avais sur un raison. bateau avec une One héroïne Piece. qui fume beaucoup de clopes et qui a 2 flingues. Pas vu. Bon bah vous l'avez pas. Non. Black Lagoon. Ah si, si. Ah, on a raté un C'était troisième l'opening point. de Black Lagoon. Seb l'avait en studio Pas en régie. Ah. Voilà, donc c'est Caca. un point qui s'évanouit dans la nature. Voilà, est-ce que quelqu'un l'avait sur le chat celui-là? Non, Phenom a dit Helsing. Ah, Phénoménal ici. Mais il a Black Lagoon derrière et je Ah pense ouais. qu'avec le décalage, il l'a avant. Ah. Ouais, bah, Helsing n'est Il est pas dans très ce chaud. Hein, très chaud. Helsing n'est pas dedans, je vous préviens tout de suite. 4ème morceau. Mortal Kombat. Non, c'est un jeu SNK, King of Metal Fighter. sorti sur Neo Geo. Quoi? Metal Slug. Metal Slug, Ah. bravo. Donc Ah, en même temps. Putain, mais. Ah non, je l'ai dit une Attends, fois. il a il m'a attendu. dit- Je crois qu'il l'a dit avant. Ah, quelle arnaque! Mais quelle arnaque! Alors, C'est bon, il est fair play. Bah écoutez, crois ce que je qu'il l'a propose, dit c'est comme avant. vous avez un point d'avance, on fait au Shifumi aussi. Mais non, mais il l'a dit. Je crois qu'il Ah, l'a dit Shifumi, avant. Shifumi, Il l'a dit Shifumi. On avant. le prend, c'est bon. Non, mais je l'ai dit avant une fois. je Ouais. t'assure. Il l'a dit avant, il me semble. D'accord, bon bah. Et Phenom a encore trouvé. Ben. Il devrait venir en plateau un jour, ce Phenom. Wink wink. Évidemment. J'aurais beaucoup pointé du doigt cette caméra. Bah 3-0, il Branto, je suis en Oui, forme t'es en aujourd'hui, je forme. trouve ça, La je trouve ça piquette. fantastique. Putain, Allemagne-Brésil, les gars. C'est parti. 5ème morceau, la piquette, si tu ne crois pas si bien dire. Ah ouais, bah, c'est- ouais, c'est 117. 117. Le carnet d'espion. Voilà, le carnet des Le Espions, premier. bravo. Je Bambino. pense que là, on est sur un vrai simultané. Voilà, on est sur un vrai simultané, donc vous pouvez faire un Shifumi si vous voulez. C'est Mademoiselle qui a dit en premier. Mais non, mais vas-y, Je t'en prie, non, J'en ai mais fait vas-y, un vas-y. tout à l'heure. Bah oui, mais pas de bol, voilà. Il fallait pas dire en premier. Fallait pas répondre en premier. Bien dans Alors l'axe du micro, s'il vous plaît. Shifumi. Ah, C'est un super Shifumi radiophonique quand même. Ouais. C'est- Parce que normalement, on dit pierre, feuille, ciseaux et puis on dit le mot en même temps. Ah oui, c'est vrai. Eh ben j'ai perdu, voilà. On sait pas ce qui s'est pas passé. grave. Charlotte on est Pierre, nuls. Titouan, ciseaux. Voilà. Donc, C'était des commentaires Voilà. dignes de Et Thierry sinon, Roland. regardez Twitch. Et sinon, regardez sur Twitch, évidemment, c'est toujours, on vous y encourage. Et followez-nous aussi, ça fait plaisir. Ce quiz est donc terminé sur un score de 4-0. Ça va piquette. C'est la piquette. Et je crois que c'est Titouan. ma première victoire depuis un petit moment. C'est ta première victoire depuis au moins, je pense. Oui, une victoire à laquelle t'as vraiment participé. Voilà, en Ah, plus, pour le coup, voilà, ouais. c'est ça. C'est pas Là, je me t'es- fais carry comme apport, mais non. Tu vois, c'est le karma. Tu vois, c'est le bon karma qui revient. Voilà, quand on parle de nazisme, de jeux vidéo On a violents, dit qu'on avait pas c'est d'en moi. Voilà. Les enfants, je propose, il reste 7 minutes pour les recommandations. Donc on va. Il y a du temps. Non, mais non, on va les lancer quand même. Qui se lance? Mais il a dit qu'il en avait 3-4. Alors Allez, déjà Titouan, qu'il t'en avais est presque 3-4. à Allez, savoir tu combien faisais de temps mal il tout à reste. l'heure. Bah moi déjà j'en ai une pardon, c'est Oxenfree sur Switch. Mhm. Et peut-être que j'en avais déjà parlé, mais il me semble bien. Mais voilà, je vous conseille ce jeu. C'est un jeu un petit peu narratif avec des choix en fait de dialogue qui impactent sur l'histoire. On se retrouve sur une île, on a juste une petite radio qui nous permet de capter des petits messages aliens bizarres. Mhm. L'ambiance est super cool, c'est sympa, voilà, je le recommande. Et après, j'ai aussi un livre donc, qui s'appelle Stratégie, les 33 lois de la guerre. Pour ceux qui aiment bien les trucs un peu psychologiques, en fait, c'est un livre de Robert Greene, ça explique en fait comment littéralement gagner la guerre. Donc c'est cool parce qu'on parlait des nazis en plus, donc ça rejoint un peu le truc et c'est super intéressant en fait de voir tout l'aspect psychologique en fait qui peut jouer. Et du coup pour revenir sur la psycho, j'ai aussi on en avait parlé pour Split, les mille et une vies de Billy Milligan, donc qui est l'histoire réelle en fait de Split. Donc c'est un livre qui explique vraiment son histoire et ce qui est super impressionnant, c'est que tout est vrai quoi. Et donc c'est super intéressant de voir ça et voilà, je recommande ça. 3 recos donc. Voilà, se lance et puis Wolfenstein 2. Vous avez eu le temps. Aurélie. Moi, la saison 2 de Stranger Things. Ah Oh là 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 Ah là là là. Alors, là oui, là je là sais. là 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 là. J'entends beaucoup dire qu'ils ne l'aiment pas et je sais pas si c'est parce que j'ai aucun souvenir de la saison 1. je l'ai vraiment commencé, Ah, ok. je dis c'est qui ça, c'est quoi ce nom, je retiens aucun nom en plus. Mais moi j'ai beaucoup aimé, Mhm. enfin j'ai passé un bon moment, j'ai un peu binge-watché. Donc Moi j'ai plus de souvenirs de la campagne de com sur Combini que de la saison 1, tu vois. oui, aussi c'est que je m'éloigne de tout ça justement pour pas avoir Moi, je un sens- horizon d'attente trop. Ouais. Il y a un île de Brandoute là-bas, hein. Il est pas trop d'accord. Ah, Non, mais Avec, je dis juste que c'était un sujet polémique. bah, On a le temps, on a Pour le une temps fois, de je ne développer. m'exprimerai pas dessus. Non, voilà, il y a polémique, ne rime pas toujours avec le rando. très bien. Bah, et ça rime avec quoi, il est Brando du coup?
Non, Neurodome. Avec Reco. Oh, non, d'accord, Charlotte. Une petite reco, un livre aussi, puisque je suis curieuse, puisqu'on peut recommander des livres. Un Bah, livre tout. de Dick Tomasovic qui est sur le corps en abîme, qui est sur la figurine dans le cinéma d'animation, qui est un livre extraordinairement bien écrit, qui parle de la plasticité des figurines, mais qui parle aussi de façon plastique, puisqu'on peut le lire dans n'importe quel sens. Et les chapitres du livre en 2 parties se répondent entre eux de façon très intelligente. Il a une super couverture. Non, c'est très moche. malheureusement son seul défaut, mais tant pis. C'est pas grave, on l'aime quand même, et c'est C'est extraordinaire. quand même les recos les plus intellectuels de l'histoire de l'émission. Je crois Il y a le livre déjà. Attends la mienne. Est-ce que j'en mettrais un La petite cerise. Vas-y, Karel, vas-y. Non, vas-y. Je t'en prie. Non, moi je conclue l'émission. moi. Bon, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos. Non, allez-y, je vous en prie. Bon, il en a pas, vas-y, tu peux le dire. Non, Allez, Persona 5, Non, j'ai vas-y. joué à Battlefront déjà un peu. Parce qu'il y a le EA Access qui a été débloqué et tout. D'un côté, je recommande le jeu parce que je pense que l'histoire va faire le choix canonique. Enfin, je crois que l'histoire est canonique en fait. Je pense que c'est vraiment la liaison entre le 6 et le 7. Je pense qu'ils ont choisi un angle qui est très très couillu. Donc je pense que ça va être pas mal. J'ai joué aux 3 premières missions, ça marche bien. Et en revanche, le multijoueur, il y a un petit problème, je pense, qui commence à. Enfin, il y a des limites qui commencent à se montrer, surtout au niveau des véhicules et autres. Et donc j'ai peur que malheureusement ils ne règlent pas les problèmes qu'on leur a reprochés dans le premier. Mais bon, ça c'est sujet pour une autre critique. Mais en attendant, pour l'instant je recommande l'EA Access en tout cas. Vous pouvez payer 4€, vous avez accès soit sur Xbox One, soit sur PC à 10 heures du jeu. C'est honnête. C'est pas mal, effectivement. Moi, pour mes recos, du coup, ce sera un jeu vidéo pour commencer. Etrian Odyssey 5 sur 3DS. Voilà, un dungeon RPG signé Atlus avec beaucoup de dialogue. De farming. Pas beaucoup de dialogue, parce qu'en fait, c'est un jeu de cartographie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas cartographier toi-même le donjon dans lequel tu te balades avec l'écran tactile de la 3DS. Ça a l'air Et chiant tu vas comme dessiner. la mort. Ah non, mais moi, J'allais dire, ça a l'air super cool. Voilà, en fait, c'est un jeu de géographie. Voilà. Et donc en fait, non, c'est un jeu, si tu veux, qui est assez intéressant dans la mesure où tu vas explorer un donjon inconnu pour une civilisation donnée. Et en fait, tu vas vraiment devoir préparer ton raid avec tes armes, tes potions. Les monstres sont très très relous, ils peuvent te défoncer en 2 secondes. Donc il faut que tu fasses vraiment attention à bien constituer ton équipe. Les combats se déroulent sur 2 rangées. Je ne vais pas vous faire une critique entière, mais le système de combat au tour par tour est vachement intéressant. Et pour le coup, je pense que c'est une licence pas forcément méga connue sur 3DS, mais qui a quand même accompagné la console aux 2 écrans de Nintendo depuis le tout premier épisode au lancement de la DS. Non, un petit peu après le lancement de la DS, pardon. Non, mais donc voilà, c'est une série qui risque de se terminer sur Switch, parce que la Switch, il n'y a plus 2 écrans, donc je sais pas comment va s'écrire la suite, mais voilà, le 5 en tout cas, très bon bail. Et si vous avez envie de découvrir la diégèse de la série dans l'ordre chronologique, vous avez le remake du premier, Etrian Odyssey Untold, sorti sur 3DS aussi. Donc ça, c'était Marocco jeux vidéo. Et Marocco des bouquins. Allez. C'est un bouquin que j'ai étudié lors de mes études. Du coup, je vous emboîte le pas sur les études universitaires. Le style paranoïaque dans la politique américaine, écrit par Richard Hofstadter. C'est un bouquin très très intéressant pour analyser la germination des idées, disons, conspirationnistes aux États-Unis et comment ça se rattache à une certaine droite très conservatrice aux États-Unis. C'est extrêmement intéressant. Donc avec quelques raccourcis quand même, parce que le type aime bien vendre sa camelote et aime bien justement faire un peu trop de punchline par moment, mais c'est très intéressant. Donc lisez ça si vous voulez un petit peu préparer le terrain pour Far Cry 5. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, Aurélie. Normalement, avec Charlotte, la semaine prochaine, on va à une conférence Oh, la pub. sur les théories de fans conspirationnistes, Ah, Ouais, c'est vrai. donc conspiration dans Sonic par exemple. par exemple. Par exemple. Ok, on suivra ça de très Tu veux très dire un près. petit mot ou pas? Oui. Joyeux anniversaire, papa. Oh. J'espère qu'il écoute par contre. Allô papa, je suis à la télé. Salut papa. Bon, Sois fier de moi. on va refermer ce 33e numéro d'Hyperlink. Attends, parce qu'il y a Phenom qui nous voit quand même beaucoup plus gros qu'on est. Il nous demande quand est-ce qu'on aura les enfants de Stranger Things sur le plateau. Écoute, Phenom, jamais. Voilà. Parce que le temps qu'on ait la possibilité de les inviter, Ils seront morts. ce seront plus des enfants. Voilà. Maintenant, ils ont l'air d'être partout. Donc, Oui, mais bon, pas chez nous. Voilà. c'est- J'aurais dû leur sauter dessus à Paris Games Week, oui. Mais j'étais trop occupé. Parce que t'es allé à Peut-être pas Paris Games sauter Week sur 2 enfants. Bah oui, il y avait des gens de Stranger Things le soir de la soirée presse, il me semble.
Il y avait Il y en avait 3. je ne sais pas. Bref, on va avancer, s'il vous plaît. C'est tout pour cette émission. Et comme le veut la phrase consacrée... C'est la fin des choux. Voilà, oui, parce que j'ai mon petit pad et il faut que je le fasse, effectivement. Je vais le faire une deuxième fois. C'est la fin des choux. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 33e numéro d'Hyperlink. Vous pouvez nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, Twitch, Hyperlink_RVL, sur Twitter de même. Pareil, voilà, au hashtag HPL, réagir en direct lors des émissions. Sur Facebook. Cette émission s'est déroulée en compagnie de Charlotte et Aurélie qui nous rejoignent pour la suite de nos aventures à l'antenne, aux côtés d'Idley Brando. Et Titouan, et avec toujours la réalisation Thomas qu'on remercie, PJ qu'on remercie, Seb qu'on remercie, Amaury qu'on remercie, tout le monde qu'on remercie, Numa, Alexis, et ils vont couper mon micro. Le Et beau une- blanc ah, de merde. Ah oui, et une pensée pour Pacify, effectivement. Ah bah oui. Parce que non, j'ai cru que tu t'es pas exprimé. Ah, je pensais que ta voix était dans le micro. On fera une coupe. Une pensée pour Pacify, qu'on embrasse très fort parce que c'est vrai qu'il devait être avec nous en plateau aujourd'hui. Malheureusement, son blablacar s'est avéré être un go fast et il est donc en garde à vue pour le moment. Donc on l'embrasse très fort. T'es sûr de ce que tu dis là quand même? Il est sorti de sa garde à vue, mais il y a été. Hein. Mais c'était vraiment go fast? Bah apparemment, il avait des trucs chelous. Il avait des trucs. C'est une autre histoire, mais il avait des trucs chelous dans son coffre, le mec. Oh là là Voilà. Donc, merci à tous pour cette émission. On se retrouve pour le numéro 34 la semaine prochaine. On va parler de Justice League. Ouh. Oh mon dieu. Bisous. C'est quoi ça? Ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.